L'histoire de l'humanité connaît tout au long de son cheminement des coups d'accélérateur dans certains moments. D'autres diraient des moments de rupture. Ce qui se passe ces derniers mois, ces dernières semaines et aujourd'hui même en Ukraine est révélateur d'un changement des équilibres mondiaux. L'ours soviétique, qui a été pendant longtemps méprisé, effeuillé de ses attributs de puissance par l'Occident, se réveille, et se réveille avec beaucoup de volonté de récupérer sa place sur l'échiquier mondial. Il faut dire que les responsables russes se sont longuement préparés à ce retour. Ils se sont préparés militairement en modernisant l'armée russe. 64 milliards de dollars lui étaient attribués comme budget de modernisation. Ils l'ont modernisé dans la composante missile, la composante guerre électronique. Et cela n'a pas suffi. Ils se sont même préparés à négocier, gérer les diverses mesures de rétorsion économique de l'Occident. Le premier test grandeur nature a été la Crimée. Ils se sont bien débrouillés pour négocier le blocus occidental. Bien au contraire, ils ont même développé leur économie en fonction de ce blocus. Que s'est-il passé? Tout simplement, ils se sont rendus compte que depuis Albright, Madeleine Albright, il y avait une stratégie visant à affaiblir la Russie. 14 pays qui étaient ou appartenaient au giron soviétique sont partis vers l'Union européenne et l'OTAN. D'autres étaient dans le viseur. C'était trop. Il fallait répondre, et c'est ce qu'a fait la Russie en prenant l'initiative de tracer une nouvelle carte qui essaye de la protéger de la stratégie d'endiguement de l'Occident. Disons que l'espace post-soviétique a pris ses quartiers. Et dans ces quartiers, il est prévu de faire de l'Ukraine une partie de république autonome, le Donbass, et une partie installer un gouvernement vassal. La Russie ne souhaitait plus ou ne voulait plus jouer dans la division d'honneur à laquelle l'avait relégué l'Occident, mais elle voulait marquer son retour en Ligue 1. Maintenant que la Russie a envahi l'Ukraine avec une stratégie, avec des moyens importants, que peut faire l'Occident pour répondre à cette situation nouvelle? Réponse militaire, elle n'est pas envisageable, du fait que la Russie dispose d'une puissance nucléaire qui dissuaderait n'importe qui à l'attaquer. Des mesures de rétention économique, c'est ce qui reste à l'Occident. Et là, il faut introduire une nuance. Ces mesures de rétention économique sont plutôt favorables aux États-Unis d'Amérique et défavorables à l'Europe. Pourquoi défavorables à l'Europe? Parce que l'Europe est le premier investisseur en Russie, la France est le premier investisseur, suivi de l'Allemagne. Elle a beaucoup d'intérêt en Russie, mais aussi elle dépend à 40% dans son alimentation en énergie fossile, le gaz naturel, de la Russie. Cette interdépendance des deux économies va porter un coup sévère à l'économie européenne. Il va introduire aussi des tensions inflationnistes et va aussi entraîner un bouleversement des rapports financiers entre l'Europe et la Russie. J'insiste sur la dimension européenne parce que les échanges entre les États-Unis d'Amérique et la Russie ne sont pas très importants. Il est envisagé bien sûr de geler les avoirs ou essayer de gêner les transactions en dollars des banques russes,
ce qui va poser un problème des relations financières de la Russie à travers le monde, mais elle s'y est préparée parce qu'elle a amassé une réserve en dollars de l'ordre de 650 milliards de dollars, elle a un fonds souverain de 180 milliards de dollars, elle a de quoi tenir en attendant des négociations qui, nous le souhaitons, aboutiront à de nouveaux équilibres et à un respect plus conséquent des prétentions ou des ambitions russes. La Russie a-t-elle aussi les moyens de faire face à ce forcing économique européen et occidental de manière générale? Elle a préparé une stratégie de redéploiement. Au-delà des moyens financiers qu'elle a à sa disposition, elle a résolu ses problèmes de frontières avec la Chine. Elle relance ses relations économiques avec la Chine. Elle se redéploie en Asie économiquement. Elle se redéploie en Afrique et dans d'autres régions, même en Amérique du Sud. C'est une stratégie bien étudiée qui a été mise en place par les dirigeants russes, dont l'objectif majeur est de reconquérir leur place sur l'échiquier mondial, mais dans les premières places, comme ils le souhaitent et comme ils trouvent qu'il est légitime de le prétendre. Quelles sont les conséquences pour un pays comme le Maroc? Il y a des conséquences pour le Maroc parce que le Maroc a des relations d'échange importantes avec la Russie. Ils étaient importants en 2016 puisqu'ils avaient atteint 3 milliards de dollars. Maintenant, avec la pandémie, ils ont connu un coup d'arrêt et ils tournent autour de 500 millions de dollars pour l'année 2020. Nous aurons des problèmes dans ces échanges, puisque si la Russie ne peut pas régler en dollars, il faut envisager d'autres moyens de règlement. 70% des échanges entre la Russie et l'Iran se font en troc. Nouvelle manière de contourner l'hégémonie occidentale. Donc il faut voir quelles sont les possibilités de ne pas couper court à nos échanges avec la Russie. Les tensions inflationnistes que va aussi entraîner cette situation, notamment sur les prix des hydrocarbures et du blé. N'oublions pas que la Russie maintenant est le premier producteur mondial de blé, vont impacter très certainement l'économie marocaine. Dans quelle mesure, on le verra, mais ils vont l'impacter directement sur les prix de ces deux denrées, de ces deux ressources, et aussi indirectement en renchérissant les prix des produits en Europe. Il y a aussi une communauté étudiante marocaine en Ukraine. 10 000 étudiants sont là-bas. Nous avons une pensée pour eux et pour leurs familles. Et il est logique de souhaiter un séjour serein à cette communauté. Il y a aussi une dimension qu'il faut mettre en avant, à savoir la nécessité d'accélérer notre reconversion énergétique. On ne peut pas être tributaire tout le temps des mouvements mondiaux du prix du pétrole et du gaz. Le Maroc a une énergie, des potentialités, il faut qu'il les mette en œuvre rapidement pour qu'il puisse se positionner dans une perspective sereine de développement. Quatrième point, nous allons attacher aussi une attention particulière à la stratégie russe d'invasion de l'Ukraine. Elle est nouvelle, elle utilise d'autres moyens, notamment la guerre électronique, et cela nous intéresse de suivre cette stratégie. Y a-t-il des conclusions à tirer de cette situation nouvelle? Oui. Le monde unipolaire rêvé par les Américains est en train de partir. Nous aurons droit à un monde multipolaire où il y a une présence certes américaine, elle est toujours là, occidentale. L'Europe peut dire adieu
à ses rêves d'autonomie stratégique, parce qu'elle est dépendante militairement et économiquement des États-Unis d'Amérique. Il y a la Chine qui conteste la stratégie ou les ambitions de monopole de puissance des États-Unis d'Amérique. Un monde nouveau, multipolaire, où il nous appartient de faire en sorte de prendre en considération ces nouveaux changements pour anticiper notre positionnement au mieux de nos intérêts.